Bonjour, bonjour, c'est Béné du podcast Les Chroniques de Béné. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'agoraphobie, ou plutôt de comment j'ai déployé mes ailes et je suis sortie de cette spirale infernale. Mon texte a été sélectionné pour 2 livres. Je vais vous le lire pour vous retracer mon parcours. Bénédicte, 42 ans. Comment j'ai déployé mes ailes. Aujourd'hui, j'approche des 44 ans. Je suis, ou plutôt j'étais agoraphobe. J'avais peur de la foule. J'angoissais de sortir et de quitter la sécurité de mon petit nid douillet. J'aimais ma routine, elle facilitait ma vie. Gérer la maison, m'occuper des enfants, de mon blog, de ma couture et de tous mes loisirs créatifs. Cette routine me convenait. Pas un grain de sable ne venait gripper mon fonctionnement. Lorsqu'une sortie se profilait où j'allais devoir être seule, je trouvais toujours une solution pour me faire accompagner par mon mari, une amie ou même un de mes enfants. Comment allais-je faire seule sans pilier pour me soutenir ? Le stress s'est insinué en moi à mesure que la date approchait. J'étais partagée entre la peur de décevoir mes enfants et la difficulté à me booster pour sortir de ma zone de confort. J'en rêvais la nuit. Je n'arrivais pas à rationaliser. Mon hypersensibilité me jouait des tours. Je m'inventais des excuses pour annuler. Le jour venu, je me suis donné un grand coup de pied aux fesses et je l'ai fait. Pas rassurée, les larmes aux yeux et une boule à l'estomac, je me suis détendue au fur et à mesure de la sortie. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais fière de moi, et particulièrement de ce petit pas dans un monde nouveau. Mes enfants se sont amusés. Et moi aussi, j'ai adoré l'activité avec une super animatrice, Karine. Très enjouée, motivée et motivante, elle a su me donner confiance. Je lui ai appris que j'étais diplômée en couture et de fil en aiguille, elle m'a proposé d'animer bénévolement un atelier couture à la régie. Le rendez-vous était pris, mais qu'avais-je fait ? J'étais tiraillée entre l'envie de partager mon savoir et la peur de l'échec. Pourquoi m'étais-je engagée dans cette galère ? Mon moral a joué les montagnes russes pendant quelques jours et la date est arrivée. Je me suis lancée avec la voix tremblotante. J'ai mis en avant mes diplômes pour me donner une légitimité afin de me rassurer, ainsi que mon auditoire. J'en avais les larmes aux yeux et la chair de poule. Le stress me tordait l'estomac. Mais tout le monde a assuré, et moi la première, à mon grand étonnement. Nous avons cousu des broches de style vintage, car j'adore tout ce qui touche à la mode d'hier et d'aujourd'hui. L'atelier s'est merveilleusement déroulé. J'étais dans mon élément, j'en suis sortie boostée et fière de ce que je venais d'accomplir. C'était énorme pour moi. Depuis, j'ai déployé mes ailes. Chaque mercredi, j'anime des ateliers couture à la régie de territoire. Partager mon savoir m'aide à poursuivre mon envol. Transformer. C'est rien, c'est le chien. Réutiliser. Coudre et travailler de mes mains a été une très bonne thérapie. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, je ne suis plus agoraphobe. De chenille, je suis devenue papillon. Sortie du confort et de la sécurité de mon cocon. J'ai développé mon blog de couture et j'ai 3 millions de vues. Je suis allée à la rencontre de nombreuses personnes qui me suivent pour passer du virtuel au réel. J'ai fait des rencontres qui ont révélé des capacités insoupçonnées chez moi et m'ont encouragée à continuer dans cette voie. Voilà. C'est un texte qui a été raboté quand même pas mal. Il raconte comment je suis sortie surtout de l'agoraphobie. Qu'est-ce que l'agoraphobie, vous allez me dire ? L'agoraphobie, c'est la peur de sortir seule, la phobie de la foule, qui entraîne souvent une phobie sociale. Souvent, elle est due à un trauma ou une éducation surprotectrice. Ce qui est mon cas en fait. Sous un couvert de protection, nos parents, je vais parler pour moi, mes parents nous ont surprotégés, mais pas dans le bon sens. On n'avait pas le droit de sortir dehors seul, d'aller faire des courses, ni quoi que ce soit. Certes, on vivait dans une cité HLM, mais lorsque j'étais dehors,
pour jouer, faire du vélo ou m'amuser, il y avait toujours mon père. Pour moi, c'était une certaine normalité, puisque cité HLM, il fallait, entre guillemets, se protéger des autres. Je ne vous cache pas que cela a engendré chez moi une extrême timidité, une difficulté à parler en public, à parler en cours ou à parler aux autres personnes, dans la rue ou en magasin. Ça a bien sûr engendré des angoisses, du stress et une dépression. Il ne faut pas se le cacher. J'ai eu une enfance, on va dire, compliquée. Et dès que j'ai eu l'occasion de partir, je suis partie. Malheureusement, je suis revenue dans le giron de mes parents, pensant que c'était une mesure de protection, qu'ils me protégeaient de tout. Sauf que j'étais maman et j'étais enceinte quand je suis revenue. Donc c'est redevenu une normalité. J'ai habité un moment chez eux, ensuite j'ai habité en face de chez eux, toujours dans le même quartier en fait. Donc mes parents ne travaillaient pas, je sortais toujours accompagnée. Ça leur faisait plaisir. Comment dire, on ne se rend pas compte qu'on est agoraphobe. Le jour où on percute, effectivement, ça fait mal, hein. Pour moi, les courses, je les faisais avec mes parents. Aller chercher mes enfants à l'école, j'y allais avec ma maman. Ouais, à 25 ans, j'y allais toujours avec ma maman, hein. Ça leur faisait plaisir, ils passaient du temps avec leurs petits-enfants. Ça a engendré pas mal de disputes entre mes frères et sœurs et moi. Et longtemps, je suis sortie toujours accompagnée. Quand ce n'était pas mes parents, c'était mon mari, que j'ai rencontré en 2006. Il n'a jamais rien dit à propos de cette agoraphobie. Il ne m'a jamais fait aucun reproche. Pourtant, il aurait été en droit de le faire. Comment je suis sortie de cette spirale compliquée? Donc pour moi, l'agoraphobie, c'était l'évitement. Je m'évitais toutes les situations qui pouvaient me générer du stress. J'anticipais, je me faisais des films dans ma tête. Donc j'angoissais. Ça se répercutait sur mon corps. Je faisais des cauchemars avant une date fatidique. Fatidique, le terme était normal. C'était du stress, forcément. Ça engendrait aussi des maux de ventre, jusqu'à de la diarrhée. Je ne vous parle pas de rougir. Quand tu sens tes joues chauffées, alors que tu parles à quelqu'un, il faut garder son calme. Des tremblements aussi. Ça, c'était plus dur à gérer. Donc, comment je m'en suis sortie? Mes premiers pas, ça a été de prendre un chien. J'ai toujours rêvé d'un chien. J'avais des chats, mais j'avais toujours rêvé d'un chien. Donc, j'ai pris un petit chiot, une petite Luna. Un chien, il faut le sortir 3 fois par jour, c'est obligatoire. Donc, je sortais le chien. Mais pour m'aider, j'avais de la musique dans les oreilles ou de la radio. Il n'y avait pas encore les podcasts à l'époque. Ou alors, je ne savais pas. J'ai eu surtout un mari qui croyait en moi, qui ne m'a jamais fait une seule remarque. Il y a eu un déménagement pour se rapprocher du travail de mon mari. Déménagement signifiait ville inconnue. On passait d'une cité HLM dans une ville en bordure de Clermont-Ferrand, Gerzat, où nous n'avions eu de toute façon que des ennuis. Voitures brûlées, agressions, harcèlement, bref, que du négatif. On quittait sans aucun regret. Donc nous sommes arrivés dans une ville inconnue, Billon, et j'ai revêtu, je ne sais pas si ça se dit, j'ai accroché toujours mon plus beau sourire quand j'emmenais les enfants à l'école. Puisque les enfants étaient en maternelle à l'époque.
Et je souriais tout le temps. Mine de rien, sourire trompait aussi mon cerveau. Ça me disait que j'allais bien. Ça lui disait surtout que j'allais bien, que tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Donc je souriais aux mamans, aux parents, aux mamans, puisqu'il y avait très peu de papas, à l'école. Et quand on me rendait mon sourire, la fois d'après, je me rappelais et je disais bonjour. Et au fil du temps, j'essayais d'enclencher la conversation sur les activités qu'avaient fait nos enfants, sur tel ou tel mot, l'absence du prof, etc. J'ai rencontré d'ailleurs comme ça celle qui est devenue ma sœur de cœur. C'est incommensurable l'amitié qu'il y a entre nous, le soutien. Le mot sœur est encore faible pour moi. C'est ma siamoise. Ensuite, avec elle, on s'est inscrit à des ateliers parents-enfants que la régie de territoire animait. Il me semble que le premier, c'était pour faire des masques de Noël. Pas des masques de Noël, pardon. Des masques de carnaval. Ensuite, il y avait eu les œufs magiques où on plantait des graines dans des coquilles d'œufs. Donc, plusieurs ateliers qui nous ont permis de rencontrer du monde, de faire connaissance avec le personnel de la régie, avec les personnes qui s'occupaient de l'animation, qui étaient très enjouées. Je pense à Jill, qui a toujours le sourire aussi. Ça permettait aussi de rencontrer d'autres parents. On en a rencontré peu, mais on en a rencontré quelques-uns. Et puis, il y a eu plusieurs ateliers où Céline, malheureusement, a eu un empêchement. Alors, je ne voulais pas priver mes enfants de ces ateliers. J'ai pris sur moi beaucoup. J'ai essayé de stopper les films dans ma tête et nous avons été à ces ateliers seuls, avec Karine, l'animatrice, qui était motivante. Et ça a été magique. Il faut savoir que les psys n'ont été d'aucune efficacité dans mon cas. Voilà, il y en a pour qui ça marchera. Pour moi, ça n'a pas marché. Je dirais presque au contraire que ma psy, un rendez-vous en durée moins de 5 minutes. Donc, comment voulez-vous faire un point, avancer pour tout ça? Donc, en fait, ma guérison a été progressive. Je parle pour moi. C'est ce qui a marché pour moi. Ça peut marcher pour vous, ou vous avez peut-être d'autres méthodes et je serais ravie de les entendre. Donc, j'avais toujours de la musique ou podcast dans les oreilles. Ce qui nous fait créer notre bulle interne. Puisque l'agoraphobie, c'est de la peur de voir du monde, la peur d'être dehors. Prévoir son chemin à l'avance, se le faire dans la tête. C'est tout un cheminement compliqué à comprendre pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais qui, pour les personnes qui souffrent d'agoraphobie, comprendront. Il ne faut pas espérer une guérison rapide. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça s'est fait en 4-5 ans pour moi. J'ai commencé par m'éloigner des personnes toxiques. Ce que je ne me rendais pas compte, c'est que le fait de sortir avec mes parents, c'était aussi une manière pour mon père de s'ingérer dans ma vie et d'avoir la main mise sur ma vie. Toujours savoir, sans se soucier de mon avis. Ça a été dur de s'éloigner de ça, de s'éloigner de cette, on peut appeler ça toxicité, et de faire comprendre que oui, on peut se voir, mais qu'on pouvait se voir, mais pas autant. Donc j'ai fait un pas après l'autre. Je ne me suis pas laissé le choix. Je trichais, hein. Je me donnais des fausses... comment on peut dire? Des fausses excuses.
J'amenais mes enfants à l'école toujours par le même chemin. Je leur ai appris par contre à lever la tête. On arrivait dans une petite ville qui avait une histoire, une ville médiévale. On a découvert des secrets de Billon, des gargouilles, des sculptures, en levant la tête. J'essayais de me focaliser sur le positif. C'était le thème du podcast de la semaine dernière. Ça aussi, ça ne s'est pas fait en un jour. Pour vous dire à quel point j'étais agoraphobe, mon mari m'avait offert une place de concert pour aller voir Patrick Bruel. Je suis une fan de la première heure. Et c'est mon fils aîné qui m'avait accompagnée jusqu'à la porte de la salle de concert et qui m'a récupérée à la porte de la salle de concert. Voilà. Je pense qu'il l'avait fait avec plaisir, puisqu'on en a rediscuté il n'y a pas longtemps. Mais ça prouvait quand même qu'il y avait un souci. Le confinement, pour moi, le premier confinement, n'a pas été un mal en soi. En fait, je retombais un peu dans mes travers. On sort pas, on a peur des gens. J'ai aimé ce confinement. J'ai aimé retrouver le calme, ne plus entendre de voitures rouler, les oiseaux chanter. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de la sophrologie. Avec la régie, il y avait sur tout l'été 10 séances qui étaient animées par une jeune femme qui faisait son stage de sophro donc à la régie et qui avait besoin de 10 personnes, pas de 10 personnes, mais de 10 séances pour valider son stage. Donc nous avons découvert la sophrologie et c'était formidable. Un des meilleurs exercices dont je me souviens, c'est lorsque nous étions en cercle, nous devions avoir les yeux mi-clos, en cercle les unes derrière les autres, et nous devions marcher en respirant et en faisant attention quand même à ne pas marcher sur la personne devant. Et lorsqu'on a débriefé ça, en fait, il y a une des participantes qui a dit qu'elle avait vu cet exercice comme faire attention au présent, les yeux mi-clos, c'est le présent. La personne devant, c'est le futur. Essayer de ne pas la faire souffrir en lui marchant dessus. Et ce qui était derrière, on s'en fichait, puisqu'on ne le voyait pas, c'était le passé. Et là, ça a été magique pour moi de comprendre ça. Il faut tirer un trait sur le passé. Donc pour en revenir à mon premier atelier couture que j'ai organisé, c'est Karine qui l'avait demandé. On avait cousu, comme je l'ai dit dans mon texte, des broches vintage. Bon, j'avais triché, j'avais quand même emmené mes enfants avec moi. Mais c'était mon premier atelier où j'ai parlé à d'autres personnes. Donc la machine était lancée, on a mis des ateliers couture réguliers, ce qui m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes petit à petit. Parce que ça s'est fait... ça s'est connu petit à petit autour de nous, via les réseaux sociaux. J'ai commencé avec 1, 2 personnes, jusqu'à 5 ou 7. Ça me permettait donc de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi d'accueillir du monde, de leur parler, de leur dire bonjour, de se présenter, de parler de ma légitimité, pourquoi je faisais ça, pourquoi j'aimais ça, parler de ma passion. Et surtout, c'était parler aussi devant du monde, 4 à 5 personnes. Depuis, les choses ont bien avancé. L'année dernière, j'étais parent d'élèves, tête de liste sur l'école primaire. Ça m'a fait parler devant 10 à 20 personnes, des réunions avec la mairie, tenir tête au maire ou à son représentant pour des soucis qui concernaient l'école. J'ai même géré de front l'année dernière le marché de Noël qu'on avait organisé et mon mari qui était dans le coma. J'ai même été à une réunion avec la mairie, mon mari dans le coma.
j'avais besoin de toute façon de m'occuper. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de parler devant une foule, 20, 30, 40, 50 personnes. Je l'ai déjà fait. Je n'ai pas peur d'exprimer mes opinions. Si, j'ai peur de les exprimer, mais la peur, elle est au coin de mon cerveau. Je pense dans un coin reculé, mais elle me booste en fait. C'est un défi à chaque fois. Je commence à préparer ma première phrase et après j'improvise. Ça marche très bien pour moi. Donc je fais toujours du bénévolat, des ateliers couture, mais pas que. J'ai fait aussi des ateliers cuisine, des ateliers jus de fruits, jus de légumes, des ateliers flex par enfant où les enfants découpaient dans du flex des motifs qu'ils thermocollaient ensuite sur leurs vêtements. Et j'ai commencé la semaine dernière du bénévolat au Resto du Cœur. J'ai adoré aussi. C'est un autre domaine, mais aider les autres me plaît beaucoup. Voilà, je suis sortie de mon agoraphobie, je pense, mais il faut quand même être vigilant. On peut facilement retomber dans ses penchants si on ne fait pas attention. Donc c'est un travail de tous les jours, façon de parler, mais c'est un travail sur le long terme. Il ne faut pas se retomber dans ses penchants. Je n'ai plus peur de sortir en ville seule. J'ai été pendant 3 mois voir mon mari à l'hôpital. Je traversais tout Clermont, l'hôpital et tout. Parler aux médecins, tenir tête aux médecins. Je l'ai fait. Et je suis fière du chemin que j'ai parcouru en fait. C'est un peu comme négocier avec soi-même. J'adore les brocantes, j'adore négocier. 1 euro de gagné, c'est toujours 1 euro que je peux mettre ailleurs. Et en fait, on négocie toujours un peu avec soi-même. Ça nous fait du bien. Voilà, je pense être sortie de l'agoraphobie. Mais je ne cache pas que la pandémie actuelle, que ce soit quand ça a commencé avec le confinement ou même après, même aujourd'hui, me fait craindre les foules. Craindre. Ça ne m'empêche pas d'aller dans un grand magasin, mais voilà, les gens ont tellement peur de garder leur distance et compagnie que c'est moi qui le fais. C'est pas une manière de... Si, c'est une manière de se protéger, mais de me protéger moi, de protéger ma famille. Pour faire taire les râleurs, je suis vaccinée. J'attends ma 3e dose. Je suis aussi vaccinée contre la grippe. Et pour moi, c'est important. C'est me protéger, protéger les autres. Mes enfants sont aussi parano avec les gestes barrières. Ça peut générer des situations un peu tendues, puisque tous les ados ne sont pas comme eux. Mais la direction suit là-dessus. Voilà, aujourd'hui, on dit de moi, je me suis présentée en tant que parent d'élève, au moins aux équipes des parents d'élèves qui sont présentes au collège. On n'a pas voulu de moi, on ne me l'a pas dit en face, enfin presque, si, puisque j'étais un peu humiliée lors d'une réunion. On m'a dit que, en fait, je l'ouvre trop maintenant. Et bien, en fait, je suis fière de ça, parce que, quels que soient les soucis auxquels mes enfants ont pu être confrontés, je parle des grands au collège, j'ai toujours pu les gérer seule et efficacement. Je n'ai pas besoin d'une équipe pour appuyer ce que je dois faire ou pas faire. Donc, ouais, tant pis. On n'a pas voulu de moi, c'est pas grave. Je me dis que c'est eux qui perdent quelque chose. Je n'ai pas peur de monter au créneau pour défendre les idées comme le passage à 4 jours ou le changement de cantine, ce genre de choses.
Donc voilà, je l'ouvre trop. C'est les mots polis pour dire que je suis devenue une grande gueule. Je pense pas être devenue une grande gueule. Pas devenue une grande gueule, mais devenue quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Je pense, oui. Et c'est très important pour moi. Voilà. C'était assez intimiste, en fait, tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Et encore, je n'ai fait que survoler. Si vous êtes ou vous avez été dans cette situation, dites-vous que c'est vous qui détenez les clés pour vous en sortir. Il faut dresser un état des lieux. Et rien que de savoir que l'on est agoraphobe, c'est déjà un énorme pas. Je ne m'en étais pas rendu compte avant mon déménagement. Et pourtant, ça faisait plus de 6 ans qu'on était ensemble avec mon mari. Donc, donnez-vous la chance d'avancer, de progresser. Faites un pas après l'autre. Trouvez ce qui vous convient à vous. Si voir un sophrologue vous convient, voir un psychologue, un psychiatre, de la méditation, de la relaxation. Il y a beaucoup de, je ne vais pas dire de thérapie alternative, mais il y a beaucoup de moyens qui sont à notre portée pour avancer. Soyez vous-même, faites votre état des lieux et choisissez ce que vous pouvez changer. Et qui va lentement, va sûrement. Un pas après l'autre, vous y arriverez. Si moi j'y suis arrivée, sans l'aide de personne, vous y arriverez. Je serai ravie d'avoir vos retours sur cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Chroniques de Béné. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Même si vous avez détesté, on peut en parler aussi. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.